Bonsoir. On va parler de poivron ce soir. Pourquoi? Eh bien parce que ce légume est bien plus consommé en Suisse qu'on l'imaginait. Parce qu'on en produit très peu en Suisse. Question de concurrence, ce qui nous a conduit en Hollande. Vous verrez là-bas une culture extensive de poivrons sous serre. Et pour quelles raisons est-ce que les poivrons qu'on nous propose en grande surface sont essentiellement carrés? Semences, brevets, mis en cause de multinationales par des ONG. Il y a toute une histoire passionnante derrière les poivrons. Autre histoire ce soir, c'est dans l'air du temps d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit pour fournir sa propre électricité. Attention à qui vous confiez ces travaux, il y a beaucoup d'argent en jeu. Imaginez, il y a 6 ans, une coalition européenne d'organisations d'agriculteurs, de sélectionneurs et d'ONG a déposé un recours contre un brevet sur un poivron que Syngenta, la multinationale, avait obtenu. Et ce recours n'est toujours pas tranché. Pourquoi cette bataille? Pourquoi est-ce qu'elle dure? C'est ce qui nous a motivés à nous intéresser de très près au poivron et de découvrir que ce légume-fruit riche en vitamine C est très prisé en Suisse. 38 000 tonnes par an, ce qui en fait le 3e légume le plus consommé. Actuellement, 97% est importé. Pour la poignée de producteurs suisses, la concurrence étrangère est rude. Alors nous, on fait du poivron, comme vous le voyez là, style carré. On a fait du poivron allongé, mais ça n'a pas un grand succès au niveau des consommateurs. On fait un petit peu de mini poivrons aussi. La majorité des poivrons que les gens consomment en Suisse, c'est du carré. À Yverdon, les frères Stoll gèrent une entreprise qui produit près de 60 variétés de fruits et légumes. Avec une spécialité, le poivron carré californien, qu'on appelle aussi le poivron hollandais. Alors voilà, je vais vous montrer un poivron que nous faisons par exemple du rouge. Enfin, je vais vous montrer un jaune il est rouge également. quand il est mûr. Alors il est rouge quand il est mûr ou jaune quand il est mûr. Et avant, ils sont verts. Et quand on récolte du poivron pour faire des mélanges des 3 couleurs, c'est en général un poivron qui est récolté avant maturité. Voilà, c'est pour ça que des fois, les poivrons peuvent encore changer de couleur quand ils étaient verts à la maison. Voilà la petite nuance. Les frères Stoll ont d'abord testé les poivrons sur une petite surface avant d'en lancer en 2014 une production à plus large échelle. Une production intégrée avec un minimum de produits phytosanitaires qui a permis d'optimiser le rendement de leurs serres. On a construit des serres où on produisait, qui était dans un objectif premier de produire de la salade pendant toutes les périodes hivernales. Et ces serres étaient, je dirais, plus ou moins libres pour une partie de la période estivale. Et on s'est dit, pourquoi pas produire du poivron? Et il y a aussi une attente de la part d'une certaine partie des consommateurs qui cherchent à avoir du poivron local. Et aujourd'hui, voilà, on fait pas mal de poivrons, environ 300 tonnes de poivrons par année. Le poivron étranger entre en Suisse sans taxe douanière. Cela veut dire que les producteurs locaux doivent affronter les prix de leurs concurrents étrangers et ils ne peuvent pas dépasser le prix étranger de plus de 50 centimes. Alors, il y a des consommateurs qui sont prêts à mettre une différence de prix, à accepter une différence de prix. Je dirais peut-être 10%, 15% de plus. Ça, ils acceptent de mettre ça, mais au-delà, pas. Des poivrons cultivés à Yverdon-les-Bains, on en vend à côté, ou presque, des serres des frères Stoll. À l'épicerie, Gérard Roy, un homme de la terre, a mis l'accent sur les produits du terroir. Il ne vend que des produits locaux, il affiche les portraits de ses fournisseurs et ça marche. Alors on a 3 sortes de poivrons, 3 couleurs. Le poivron vert, il est croquant et fruité, mais on l'utilisera plutôt un ratatouille ou bien un poivron farci. Il a un petit désavantage, c'est que vu qu'il n'est pas à maturité, il aura peut-être une petite amertume et puis des fois un tout petit peu moins digeste que les autres. Ensuite, on a le poivron rouge qui lui est doux et sucré. On le cuisinera plutôt en cuisson. On pourra faire des coulis avec. Et puis le dernier, le poivron jaune, qui est un poivron qui est tendre et juteux. Et puis celui-là, on l'utilisera pour le mettre dans une huile épicée. Mais après, chaque poivron peut être mis dans une sauce de viande pour l'agrémenter. Ou bien alors on mélange les 3 poivrons pour une belle salade d'été. Terroir d'abord, à des prix compétitifs. Pour cela, les marges de bénéfices sont minces, y compris pour le poivron d'Yverdon.
Pour du poivron local, on est à 5,20 le kilo. Donc j'ai remarqué qu'on est tout à fait compétitif par rapport à des poivrons qui ont beaucoup voyagé. Oui, puisque ce jour-là, des grandes surfaces de la région affichaient des poivrons étrangers entre 5,90 francs et 7,10 francs le kilo. Et le goût, nous direz-vous? Eh bien, le goût joue un rôle déterminant. Nous l'avons constaté au détour d'une dégustation qui n'avait pas d'autre prétention que la surprise. J'ai un poivron qui a fait 1500 mètres, puis un qui en a fait 1500 km. Et puis je vous demanderai une petite appréciation sur les deux caractères. Je dois deviner celui qui a le plus voyagé. Voilà. Ok, d'accord. Let's go. Très sucré, assez doux. Les gens n'ont toujours pas le rouge. Hein, Ah, il est un peu plus ferme, il a plus de chair, il est aussi assez sucré. C'est dur à dire. Ah, celui-là, il a une chair plus tendre. Mais en même temps, au début, on se dit c'est plaisant. Mais en même temps, le petit al dente de celui-là est très agréable. Puis au niveau sucre, c'est un peu pareil. Je choisirais celui-là à cause de la fermeté, en fait. 1500 mètres. Non. Ah, ouf, j'ai passé l'examen. Vous pouvez revenir. J'ose revenir, super. Merci. Ça n'a rien de scientifique, mais bon point pour le poivron de la région qui se distingue là de ses concurrents. Ici, précisément, on cultive en sol. Aux Pays-Bas, tous les poivrons sont cultivés hors sol. Ça, c'est vraiment la grande différence. Au niveau hors sol, ça va sortir un produit plus régulier, plus peut-être brillant, un petit peu plus joli que peut-être en culture en sol, comme ici. En termes de rendement, si ça se trouve, quelle différence ça fait? Elle est énorme, je ne sais pas, ici c'est des cultures qui vont produire 6, 10 kilos au mètre, ça dépend les produits, enfin voilà, pour donner un exemple. Et en Hollande, ils sont au-delà des 30 kilos par mètre carré de production. Alors comment est-ce que les producteurs de poivrons hollandais arrivent à de tels rendements au mètre carré? On est allé voir sur place en suivant une filière des poivrons qui seront livrés en Suisse. Les Pays-Bas sont en concurrence directe avec l'Espagne. Ils ont misé, vous allez voir, sur une technologie dernier cri. Au-dessus de Rotterdam, les serres illuminées permettent de bien comprendre comment, pour faire pousser fruits, fleurs et légumes, les Pays-Bas réussissent à rivaliser avec le sud de l'Europe. Beaucoup d'eau et pas mal de savoir-faire compensent le manque de soleil. Plaque tournante du commerce, maître des exportations agricoles, les Pays-Bas occupent la deuxième place des producteurs européens de poivrons derrière l'Espagne, mais devant l'Italie aujourd'hui. En Hollande, il reste 250 grands producteurs de poivrons. Tous ont commencé par de petites unités organisées en entreprises familiales. Mais beaucoup ont fusionné pour gagner en taille. Dans cette serre, nous cultivons 60 millions de poivrons par saison. À Andijk, dans le nord du pays, c'est l'entreprise familiale VD Holland qui nous a autorisés à franchir les portes de son immense domaine. Pour assurer les meilleurs rendements, les serres ont été rénovées et automatisées. 18 000 mètres carrés, des lignes d'une longueur de 700 mètres, c'est qu'il s'agit de produire 11 000 tonnes de poivrons chaque année. Depuis l'année passée, nous puisons de l'eau chaude à 2 km de profondeur, de l'eau à 80 degrés pour chauffer les serres. Cela nous permet d'avoir une production bien plus propre. Nous en sommes fiers. C'est important que dans nos serres, en Hollande, on puisse fournir des produits bons pour la santé et bons pour l'environnement. Les poivrons poussent hors sol. La production s'étend sur 34 semaines, de mars à novembre, et elle occupe une centaine de travailleurs. Beaucoup de travailleurs polonais sont à l'ouvrage dans un environnement qui a complètement été optimisé pour un meilleur rendement. La pompe à chaleur garantit les 21 degrés nécessaires à la croissance des plantes, comme l'addition parfaitement dosée de CO2. VD Holland exporte ses poivrons en Suisse, mais aussi jusqu'en Nouvelle-Zélande et au Japon. L'entreprise privilégie les variétés les plus demandées sur le marché.
La grande question, c'est toujours que veulent nos clients, que réclament les supermarchés. Les Japonais, par exemple, veulent de petits poivrons. Les Américains, eux, veulent des grandes tailles. Et les Suisses, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils aiment les gros poivrons. Chez Van Geest International aussi, on aime les poivrons en gros. Oui, bonjour, Alex van Geest Payback. Dans le sud, à l'autre bout du pays, près de Rotterdam, l'entreprise négocie tout ce qui existe dans le monde des fruits et des légumes. L'équipe commerciale commence ses journées à 7 heures. Les téléphones crépitent, on achète et on vend des dizaines de milliers de produits entre les Pays-Bas et le monde entier. Alex Van Lerck s'occupe notamment des poivrons et du marché suisse. Le prix peut changer chaque jour. Donc, la semaine dernière, le prix d'un carton de poivrons jaunes était par exemple 20 francs, donc 4 francs par kilo, un carton à 5 kilos. Et aujourd'hui, c'était seulement 10 francs. 10 francs, un prix divisé par 2 d'une semaine à l'autre. Cela demande une capacité d'adaptation très rapide. VGI exporte beaucoup de poivrons vers la Suisse. Pas de détails sur les chiffres, mais sur la variété. Nous avons des autres variétés comme les poivrons pointus ou avec autres couleurs. Nous pouvons offrir aussi des poivrons blanches ou violets. Mais en Suisse, nous exportons surtout les poivrons normaux, donc les rouges, jaunes et verts. Entre 11h et midi, c'est le coup de feu. Pour charger les camions, tout le monde s'y met, jusqu'à l'équipe de vente qui quitte les bureaux pendant 1h30. Même le directeur mène le bal des transpalettes électriques. La rentabilité demande une mobilisation totale, car la concurrence impose des marges de profit très étroites pour les négociants. 5 centimes d'euros par kilo de poivrons. Les marges dans les poivrons, tomates et les légumes comme ça sont très petits. C'est parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui offrent le même produit. Les camions de livraison mettent 12 heures de Rotterdam jusqu'en Suisse. De la cueillette à l'étalage dans les supermarchés, les poivrons hollandais auront mis entre 3 et 6 jours pour trouver leurs clients dans nos régions. Des poivrons hollandais qui ne sont pas bio, puisque le hors-sol n'est pas admis dans le cahier des charges des bio en Suisse. Mais des poivrons, il nous arrive d'une quinzaine de pays, Espagne, Italie, Maroc, Pologne, Hongrie, France, etc. Pas tous au même moment, évidemment, cultivés avec ou sans pesticides, d'où l'envie de faire des analyses. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Et en effet, fin août, nous avons envoyé nos recherchistes en Suisse romande, dans les grandes surfaces, pour acheter des poivrons de toutes les couleurs. L'idée, c'est de savoir, quand on mange des poivrons, est-ce qu'ils sont propres, entre guillemets, ou est-ce qu'ils contiennent des traces de pesticides, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Question importante, évidemment. Alors, on commence par les bonnes nouvelles. Ceux qui sont tous classés propres, classés du moins cher au plus cher. Tout propre, les petits poivrons hollandais M-Budget achetés 3,50 francs le kilo à la Migros. Même constat pour des bicolores espagnols achetés au Denner de Delémont, 3,60 francs le kilo. Blanc comme neige aussi, les poivrons en vrac de Globus, des Hollandais à 6,20 francs. Quasi 10 francs de plus au kilo pour des qualités et prix de la COP, sans résidus. Enfin, toujours rien dans des poivrons suisses, cornus et bio de Prospecirara, 18 francs le kilo dans la même enseigne. 5 excellents résultats sur 10 échantillons, pas de pesticides du tout, comme quoi c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas le cas partout. Insecticides, fongicides, les 5 poivrons suivants en ont tous des traces. Les poivrons pointus d'Aldi viennent de Hongrie et coûtent 3,60 le kilo. Ils contiennent des traces de méthoxyphénoside, un insecticide. Chez Lidl, ce sont des résidus d'azoxystrobine, un fongicide que le labo a trouvé dans des poivrons espagnols. Suit Aligro avec une faible dose de boscalide dans un mélange coloré et ibérique. On enchaîne avec des poivrons suisses à la Migros d'Yverdon. Le labo y décèle des traces d'acétamipride. Les derniers de ce panel viennent de chez Manor à Marin-et-Panier, des Italiens qui contiennent des traces de métraphénone. Alors on parle de traces, Stéphane, est-ce que ça veut dire que c'est négligeable ? Alors, il est vrai que tous ces poivrons sont dans les normes selon le labo, et puis on n'en mange pas 10 kilos par jour tous les jours. Mais il ne faut pas oublier l'effet de cocktail et l'effet de cumul, parce qu'on ne mange pas que du poivron, on mange des céréales, on mange des fruits, on mange d'autres légumes qui ne sont pas tous bio. Alors on a vu que dans notre échantillonnage, il y a des 6 poivrons carrés et 4 allongés. C'est un peu surprenant quand même.
Alors, le premier but des achats, c'était d'acheter des poivrons de provenance différente. Oui. Et puis, la seconde chose qui s'est produite, c'est qu'on s'est trouvé fin août avec une saisonnalité plutôt pour les poivrons allongés, cornus. D'accord, un peu exceptionnel quand même. Hein. D'accord, merci Stéphane. Alors si on regarde l'offre globale de poivrons, on s'aperçoit assez vite que l'immense majorité, ce sont des poivrons carrés, alors qu'il existe des centaines de variétés différentes. Alors pourquoi cette standardisation? Réponse en 2 temps. On se rend tout d'abord chez un semencier. Salut Carolina. Salut. Waouh, t'avances vite. Alors, ils sont bien. Ouais. Ils sont tous comme ça, c'est parfait. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme variété? On a ici la variété de poivron Corno di Toro Giallo, donc la corne de taureau jaune, qui a une des meilleures variétés. C'est vraiment une de mes préférées. Elle a une chair vraiment très très juteuse. Elle est très douce aussi, beaucoup de goût. Pour vous, qu'est-ce qui est important quand vous cultivez un poivron pour ses graines? On cherche surtout la qualité de la graine, donc il faut un pouvoir de germination qui est très très élevé. On cherche des plantes qui donnent des beaux fruits, qui ont du goût, des belles couleurs. Donc là, on a vraiment fait une grosse sélection là-dessus pour avoir que les meilleures plantes. L'entreprise familiale Zollinger aux Évouettes, en Valais, produit des semences bio pour les particuliers. Leur catalogue comprend près de 400 variétés de fleurs, fruits et légumes, dont une quinzaine de poivrons, un fruit-légume qui contient des graines faciles à récolter. Ce que vous avez sous les yeux, devant vous, dans ces petits filets, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les graines de poivrons qui sont en train de sécher. Donc une fois récoltées, on va les extraire du fruit, on va les laver, on va les trier, et les graines qui sont bonnes, donc qui sont de bonne qualité et qui vont assurer une germination, elles sont en train de sécher là-dedans. Et là, ça paraît pas grand-chose, mais on en a pour une petite fortune. Ça se vend quelque chose comme 25 à 30 francs le gramme. Donc ici, il faudrait estimer, mais c'est plusieurs centaines de francs qu'on a devant nous qui pendent. Dans la serre utilisée comme laboratoire, les Zollinger font pousser des dizaines de variétés de poivrons pour les évaluer et les comparer sur de nombreux critères. Des informations indispensables pour mettre au point des variétés nouvelles. Ça, c'est notre essai de poivrons où on a plus d'une cinquantaine de variétés qu'on cultive en parallèle pour les comparer en goût, en couleur, en densité de la chair, mais aussi en résistance de la plante. Donc là, on voit des plantes qui sont assez hautes, assez robustes, d'autres qui sont très très basses. Ça, c'est peut-être une variété un peu plus standard, qui est peut-être un tout petit peu moins intéressante que celle-là. Celle-là, il n'est même pas encore vraiment mûr, mais il est déjà très très sucré, très très croquant. Et comment vous procédez pour faire une nouvelle variété de poivrons? Tout d'abord, il faut une base de départ. Donc on prend diverses variétés avec des caractéristiques qu'on aimerait. Et ensuite, on fait des croisements entre ces variétés. Donc il y a peut-être une qui a un excellent goût et l'autre qui a une plante très robuste et peut-être une troisième qui a un très bon rendement. Et en faisant des croisements avec ces plantes, on peut ensuite générer des nouvelles combinaisons génétiques. Et ensuite, en faisant une sélection sur ça, on arrive à gentiment, de génération en génération, créer une nouvelle variété qui n'existait pas avant. On compte entre 7 et 10 générations, donc 7 à 10 ans, pour arriver à quelque chose de vraiment nouveau. Malgré ces recherches de diversité, on tend vers une standardisation, car dans nos supermarchés, on nous offre toujours le même poivron. Effectivement, une standardisation qui se fait. Donc ce qu'on trouve en supermarché, je pense que ça se réduit plus ou moins à ça. Un rouge, un jaune, il y a encore le vert qui n'est pas mûr au milieu, mais ça se limite à ça. Et si on demande un approvisionnement constant à prix très bas en légumes dans un supermarché, c'est ce qu'on obtient. Parce que le supermarché, il va mettre la pression sur le producteur pour obtenir justement ce type de légumes à très bas prix, mais le revers de la médaille, c'est qu'on oublie, qu'on perd en fait toute la diversité qui existerait. Des poivrons bon marché, toujours les mêmes, c'est ce qui arrange les distributeurs. Les producteurs, eux, se coulent dans ce moule et on arrive à une perte de diversité qu'on a connue pour les pommes, les tomates par exemple. Alors, qui décide quels poivrons nous devons manger? Deuxième élément de réponse, les plus grands semenciers du monde concentrent leur production en Hollande, tout près des producteurs si rentables. C'est aussi aux Pays-Bas, dans la région d'Enkhuizen, dans la Seed Valley, la vallée des semences au nord du pays, que Syngenta et Monsanto, parmi d'autres, mettent au point les nouvelles variétés de plantes et de semences qu'ils développent pour le monde entier.
En 2013, Syngenta avait déposé et obtenu un brevet sur des poivrons résistants à la mouche blanche, un ravageur des poivrons. Depuis, une coalition d'ONG européennes et parmi elles plusieurs organisations suisses, dont Public Eye, Suissaid et Prospezi Rara, s'opposent toujours à ce brevet. Mais ce n'est pas une invention. Parce que quand on regarde ce brevet, on voit que cette résistance brevetée, ils l'ont trouvée dans une vieille variété sauvage du Jamaïque qu'ils ont trouvée dans la banque de Gênes en Hollande. Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire qu'ils ont découvert. Mais pour une découverte, on ne reçoit pas de brevet. Chez Syngenta à Bâle, on fait valoir la nécessité de protéger les travaux accomplis. Il faut énormément de temps pour apporter dans une variété commerciale une caractéristique physique que vous allez pouvoir trouver peut-être chez un poivron sauvage. Lorsque vous voyez dans un poivron sauvage une résistance à un insecte et que vous voulez l'apporter dans une variété commerciale, ça prend 10, 15, 20 ans. C'est considérable. Et en plus, il y a un biais énorme parce que lorsque vous voyez ce poivron résistant, il faut vous dire que derrière, il y a des centaines de projets qui n'aboutiront pas. Donc c'est vraiment considérable en termes d'efforts en recherche et en développement. C'est extrêmement coûteux. En propriété industrielle, dans le domaine des plantes, il existe deux moyens de protéger une découverte, le certificat d'obtention végétale ou le brevet. Le certificat d'obtention végétale, le COV, protège une seule variété, alors que le brevet protège toutes les variétés qui comprennent la caractéristique qui fait l'objet du brevet. Et contrairement au certificat d'obtention végétale, le brevet interdit l'utilisation des graines d'un poivron protégé pour développer une variété nouvelle. L'enjeu, c'est si une compagnie comme Syngenta peut monopoliser la nature. Alors, s'ils peuvent dire qu'un trait natif dans une plante sauvage leur appartient et c'est seulement eux qui peuvent utiliser ce trait pour développer des nouvelles plantes, ou s'ils peuvent demander à toutes les autres compagnies de leur payer des licences s'ils veulent utiliser le trait qu'ils ont seulement trouvé, mais pas inventé. Quand l'accès libre n'est plus là pour cette base génétique, on diminue l'innovation. Parce que ça, c'est la base de l'innovation, que tous les sélectionneurs peuvent utiliser tout pour créer quelque chose de nouveau. Et si on ferme cet accès libre, on tue l'innovation pour nos plantes. Je pense que c'est l'exact contraire. En Suisse comme ailleurs, dans les pays dans lesquels vous avez un système de brevet qui fonctionne bien, vous avez des entreprises innovantes. Le brevet est vraiment au service de l'innovation parce que ça permet de récupérer une partie des coûts importants qui sont effectués en recherche et en développement. Lorsque l'on apporte sur le marché une variété de plantes qui comprend un trait qui est breveté, c'est une offre supplémentaire. Vous continuerez en tant que consommateur à avoir toute l'offre habituelle des poivrons, on apporte quelque chose en plus. Après, c'est le marché qui décide, on est dans une économie de marché. Si les consommateurs ou les agriculteurs n'en veulent pas, ils sont libres de ne pas acheter le produit. Les consommateurs ne savent pas si le poivron qu'ils mangent, s'il vient de Syngenta, s'il vient de Monsanto ou quelqu'un d'autre. On peut dire aujourd'hui que, je dirais, entre 60 et 70% des poivrons consommés en Suisse viennent de ces compagnies. On a même demandé les grands distributeurs comme Coop, comme Migros, est-ce que vous savez si, par exemple, vos poivrons, ils viennent peut-être seulement d'une compagnie ou de deux, ou de quelle compagnie? Mais eux, même eux, ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Seeds are the essence of life. Je crois que l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à avoir des entreprises qui soient innovantes et qui puissent faire de la recherche et développement, que ce soit en Suisse, en Europe, dans le monde. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. Si vous voulez répondre aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, que ce soit le changement climatique, le besoin d'avoir une agriculture durable et tous ces sujets qui nous préoccupent, si on veut répondre à ça, il faut plus d'innovation, plus de choix et donc plus de produits, éventuellement des produits et des traits qui peuvent comprendre un brevet. Aujourd'hui,
les nouvelles variétés qu'on a sur le marché sont développées par les entreprises qui, en première ligne, veulent vendre des pesticides. Alors c'est très clair, ils ne veulent pas vendre des variétés qui sont faites pour vivre, pour se développer sans pesticides. Parce qu'une agriculture durable voudrait développer des semences qui n'utilisent pas les pesticides, qui prend la force, le nitrogène du sol et pas des engrais chimiques. Je crois que ce sont deux problématiques qu'il faut séparer. Lorsque vous allez vendre un poivron qui est résistant à une maladie, après, effectivement, vous avez le choix d'utiliser, enfin, l'agriculteur a le choix d'utiliser cette variété ou d'en utiliser une autre qui n'est pas résistante et peut-être d'ajouter un produit de protection des plantes. Une fois de plus, moi, depuis ma fenêtre et depuis mon domaine, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'on apporte le choix à l'agriculteur et au consommateur final, et à lui de faire son choix sur ce qu'il souhaite, sur ce qu'il ne souhaite pas. On voit bien que les positions sont assez irréconciliables. Hein. Chacun de se faire son opinion. Bonsoir François. Bonsoir Manuel. Vous avez réalisé ces reportages avec Régis Migy, l'aide de nos recherchistes comme d'habitude. Où est-ce qu'on en est dans cette opposition à ce brevet de Syngenta sur un poivron qui est résistant à la mouche blanche? Je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'on se perd vite en arguties juridiques. En 2013, Syngenta a déposé et obtenu son brevet. La coalition Pas de brevet sur les semences s'y est opposée immédiatement. Depuis, la situation est totalement figée. Bloquée. Il y a eu 2 convocations pour des auditions de part et d'autre, mais ces auditions n'ont pas eu lieu, elles ont été reportées. Et, si vous voulez, on a quand même, quand on fait un peu le topo de la situation, une majorité d'interlocuteurs, les pays membres de la Convention européenne sur les brevets, dont la Suisse, qui sont assez d'accord pour dire non, pas de brevet sur des plantes conventionnelles. Idem pour ce qui est de la Commission européenne et du Conseil européen. Ça veut dire que c'est une décision politique qui a débouché sur une règle. Il se trouve que le Conseil administratif de l'Office européen des brevets déclare que cette règle, elle est incompatible avec le texte de la Convention européenne sur les brevets. Donc on est vraiment dans une querelle d'interprétation, à moins de renégocier, ce qui est quasi impossible, toute la Convention sur les brevets. On est dans une situation qui est pour le moment totalement figé, ça va prendre encore du temps jusqu'à ce que ça se décante. Et ce n'est pas le seul cas de figure, parce qu'en 2015, Syngenta avait aussi breveté un poivron, mais là, un poivron sans graines. Et là, il y a aussi contestation. Absolument, c'est exactement la même chose. C'est un poivron qui, là aussi, a fait tout de suite l'objet d'une opposition sur des arguments assez semblables. Une petite nuance quand même, puisqu'il n'a pas de graines, pas de pépins, il est stérile. Donc, l'argument sur l'utilisation, le libre accès à l'utilisation pour faire une variété nouvelle, évidemment, n'a pas d'objet en l'occurrence. Oui, d'accord. On aurait bien aimé visiter les serres de Syngenta qui sont dans le nord de la Hollande. Ça n'a pas été possible. Et j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Idialis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Semaine du Goût, président de Slow Food Suisse. Et vous, grec d'origine, on le sait. J'imagine que le poivron a une place importante dans votre art culinaire. On sait que vous êtes gourmand. Disons que c'est quand même la base, une des bases de la cuisine balkanique, aussi bien à partir de la Serbie jusqu'au Turquie, Liban. C'est quand même un très très beau réceptacle pour faire des cuisines. Donc aussi bien les tomates que les poivrons, c'est quand même des éléments essentiels. Et puis on les utilise quand même beaucoup en salade et aussi dans un certain nombre de plats avec la viande. Alors on va voir justement, vous nous avez accueillis pour une recette simple, le poivron. On n'est pas obligé de le farcir, regardez. Alors bonjour, bienvenue à la maison. Je vous prépare aujourd'hui une salade de poivrons à la palestinienne. On va utiliser pour ça aussi coriandre et ail. Et puis là, j'ai trouvé par chance différents poivrons d'un petit producteur assez inventif au nord de Morges qui fait différents types de poivrons. Il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs, il y a des plus pimentés, il y a des plus tendres. Et ça sera l'occasion de goûter toute cette diversité. Alors voilà, maintenant, on va les mettre au four à 180 degrés, je dirais. On va les mettre pendant 20 minutes, 2 fois 10 minutes, parce qu'on va les retourner au bout de 10 minutes. Alors voilà, on va les sortir maintenant. Commence à sentir un peu le fumé. Et puis on va les laisser reposer 20 minutes.
pour qu'on puisse détacher la peau facilement. Bon, ça, c'est la partie la plus longue, c'est-à-dire qu'on va enlever les graines à l'intérieur, même si en fait, on peut très bien les manger, mais et puis enlever la peau, vous voyez. La peau, elle s'enlève assez facilement. Plus c'est froid, plus ça s'enlève facilement. Alors, après le gros sel, l'ail, coriandre, selon les goûts évidemment, moi je suis un fou de coriandre. Donc, Alors, un filet d'huile d'olive extra vierge, et puis ensuite ça vaut la peine de le laisser au frigo pendant 1 heure pour que les goûts se mélangent, c'est bien meilleur. Alors, des recettes de poivrons, vous en connaissez évidemment plein d'autres. Hein. Joseph Cicciadis, on en trouvera 2 sur notre site internet. Merci d'ailleurs. Vous n'aimez pas trop ces poivrons carrés qu'on trouve partout. Pour quelle raison? Ils n'ont pas de goût. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, quand on cuisine, le plus intéressant, c'est d'avoir des poivrons assez petits, avec des parois qui sont fines, qui permettent à la fois d'avoir un contenant, quand on fait des poivrons farcis, par exemple, et puis en même temps de donner du goût avec le... Plus la paroi est énorme, moins il y a de goût. Et donc, finalement, ce qu'on trouve sur le marché, ça n'a aucun intérêt. Alors, Slow Food, dont vous êtes le président pour la Suisse, protège certains poivrons. Parlez-nous-en de cette protection, de cette résistance. Alors, c'est une résistance citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a environ 6000 produits qui sont dans l'arche mondiale du goût, et parmi eux, il y a plusieurs centaines de poivrons qu'on retrouve sur toute la planète. Dans celui que vous nous avez apporté, celui-là, là, oui, que j'ai découvert par hasard, que je fais pousser sur mon balcon, et il vient de Serbie. On l'appelle ça oreille d'éléphant. Il va devenir rouge plus tard. J'ai trouvé les graines aussi là-bas, dans le stand serbe. Et puis, il fait partie donc de la charte de Slow Food, c'est ça? Oui, il fait partie de la charte de Slow Food. Ce n'est pas un présidit, comme on appelle, parce que les présidis, c'est 500 produits qui ont été sauvés de la disparition par l'aide du mouvement. Et puis autrement, il y a ces 6000 produits que tout le monde peut se procurer. Tout le site internet, il y a tous les poivrons du monde qu'on peut... Formidable. Alors, on en a amené quelques-uns, pas tous évidemment. Moi, j'en ai quelques-uns devant moi. Vous avez par exemple celui-ci qui est un poivron cloche. Il est sauf erreur, il est assez fort, hein, vous m'avez dit. Assez fort, oui. Assez fort, assez pimenté. Il y a aussi celui-ci qui est un havras, poivron violet. Vous avez le poivron tomate et puis le poivron jaune là qui est un poivron Sven et puis une corne de bœuf allongée. Avec tout ça, on peut faire plein de plats formidables. On peut faire beaucoup de plats. Alors, évidemment, ça dépend de chacun. C'est-à-dire, si on décide de prendre tous ces poivrons carrés qui n'ont pas de goût ou d'aller chez le paysan du coin. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, en mot de la fin, peut-être, on a quand même dit que pour les producteurs de poivrons en Suisse, la vie est dure. Migros a fait savoir à plusieurs reprises qu'il allait se lancer dans une vaste production de poivrons sous serre. Où on en est de ce projet-là, qui a été très bien communiqué, il faut dire. Oui, alors, c'est vrai que c'est le projet Pimiento, hein, c'est un projet qui mijote depuis plusieurs années. Migros est entré en matière sur une offre de la Satom, hein, l'usine d'incinération des déchets de Montaix, qui propose de l'énergie pour chauffer les serres, justement. Migros a une idée toute simple en se disant, mais attendez, le poivron est quand même un légume qui est très prisé, hein, le 3e en Suisse, on l'a dit, et les gens veulent consommer local. Donc, CQFD, ils ont ce projet d'immense serre, plus de 30 terrains de football de ce côté-là. Ouais. Mais il y a quand même des oppositions, il y a beaucoup d'oppositions par rapport à ça, des oppositions de nature politique, économique. Il y a des agriculteurs qui redoutent une concurrence. Il suffit que le poivron ne marche pas, les serres existeront. Est-ce que Migros se lancerait dans de la production de tomates et de concombres aussi, par exemple? Ouais. Et puis aussi, conséquences sur les sols, sur le paysage. Les élus de la commune de Colombey-Murat devront s'exprimer sauf erreur au mois d'octobre, il y a du plomb dans l'aile. Et puis peut-être une votation, sauf erreur. Hein. Ouais. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications à tous les deux. Très bonne soirée et à bientôt peut-être. Merci. Merci. Quand on nous fait des promesses, on les vérifie. Vous vous souvenez peut-être qu'en avril dernier, nous vous avions parlé de panneaux photovoltaïques, de travaux mal faits par la société GFR Énergie. D'un de ses clients un peu désemparés qui nous avait écrit, Johan Kuperus avait versé 28 000 francs à la société en question pour son installation. Mais le raccordement et le matériel s'avèrent défectueux et les démarches administratives n'ont pas été faites. Malgré ses nombreux appels et courriers, GFR Énergie était resté aux abonnés absents. Jusqu'à
jusqu'au jour où, à bon entendeur, interpelle la société qui nous promet que tout sera mis en ordre chez M. Cuperus dans les meilleurs délais. 4 mois plus tard, donc aujourd'hui, est-ce que cet engagement a été tenu? Oui et non. Aujourd'hui, l'installation photovoltaïque de M. Cuperus fonctionne, bon point. Mais le suivi administratif n'est toujours pas fait. L'inspection finale de l'installation n'a pas eu lieu. Résultat, Johan Cuperus n'a donc pas pu toucher la subvention de 6 000 francs auquel il a droit. Et malheureusement, M. Cuperus n'est pas un cas isolé. Depuis la diffusion de ce reportage, nous avons été contactés par d'autres personnes lésées. Les explications de Muriel Siki. Sur ce toit, il devrait y avoir une trentaine de panneaux solaires installés et branchés sur le réseau. Mais au lieu d'être sur le toit, ils attendent dans le garage. Alors voilà les panneaux que nous avons reçus. C'est une palette de 34 panneaux. On nous a dit après coup que ce n'est pas les panneaux qu'on aurait dû recevoir, qui auraient dû être entièrement noirs, ceux-ci ont une bordure argentée. Et on voit sur la date que c'est des panneaux qui ont été livrés au mois de mars déjà, donc avant qu'on fasse notre contrat. Christine Casati a en effet signé un contrat avec GFR Énergie le 25 mars à la suite d'un démarchage téléphonique. L'entreprise lui propose une installation connectée clé en main pour 34 000 francs. Nous avons signé donc ce premier contrat qui a été rempli à la main, première feuille commande, et il nous en a donné une deuxième où il avait rempli, et c'est tout ce que nous avons. Pas de contrat détaillé, pas d'informations sur le système proposé, ni plan d'installation. À la signature du contrat, elle fait un premier versement de 13 600 francs, soit 40% du montant total. En juillet, à peine les panneaux solaires livrés et stockés dans le garage, GFR Énergie prend contact avec elle pour qu'elle règle le deuxième acompte, soit 17 000 francs. On insiste un petit peu pour qu'on paye le deuxième acompte. Et puis, je venais de recevoir les panneaux solaires depuis moins d'une semaine. C'était en pleine période de vacances, donc je fais un jour le paiement. Et puis, le jour même, à midi, je reçois une lettre de la maison Alaska, qui est en fait le fournisseur de panneaux que nous devions recevoir, qui nous écrit qu'ils avaient des problèmes de contentieux avec cette maison GFR, que nous ne recevrions pas les panneaux et qu'ils ne seraient pas posés. Alors, je leur ai tout de suite téléphoné parce qu'on venait de les recevoir depuis une semaine. Donc, j'étais en contradiction avec ce qu'ils m'ont dit. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que certainement ce n'étaient pas les bons panneaux solaires. Christine Casati réagit rapidement. J'ai heureusement pu annuler directement ce paiement par la poste parce qu'il allait devoir être effectué, ce paiement, le lendemain. J'ai eu énormément de chance, finalement. Christine Casati a perdu son premier acompte de 13 600 francs. Et elle a essayé maintes fois de contacter GFR Énergie sans succès. Alors vous allez faire quoi maintenant avec vos panneaux solaires? Aucune idée, parce qu'en fait on ne sait même pas s'ils nous appartiennent. Et puis franchement, on n'a pas envie de mettre sur notre toit des panneaux qui ne sont pas ce que nous avons commandé. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si on peut les vendre et à qui. Donc c'est la grande question. À la Neuville, les panneaux solaires sont bien sur les toits. Dans ce quartier, après une réunion avec GFR Énergie organisée par un des habitants, 2 propriétaires acceptent l'offre de l'entreprise, séduits par le système connecté qu'elle propose. Après le versement d'un premier acompte, les travaux démarrent au mois de mars. Ça se passe très très vite, en une journée c'est réglé, donc nous on est en confiance, ça fonctionne bien, ça tient, ça a l'air d'être fiable. Et puis on paye le deuxième acompte, et puis un jour un électricien arrive, installe la boîte MyLight, fait les raccordements, et puis on paye le dernier acompte, voilà, on est content, l'installation est terminée. Michel Villemain fait poser 8 panneaux solaires sur son toit. Son voisin Beat Schweitzer en installe 12. En principe, toutes les démarches administratives sont prises en charge par GFR Énergie. Bien sûr, on n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau administratif, en termes de documents à déposer, permis ou autres, puisque GFR garantit s'occuper de tout cela du début à la fin. Donc pour nous, effectivement, on part de l'idée que notre installation est prête et fonctionnelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les chauffe-eau ne sont pas branchés sur le réseau. Plus grave, l'avis d'installation n'a pas été déposé. Pour la commune, l'installation n'existe pas.
les demandes de permis, les autorisations qui auraient dû passer par la commune sur le mandat qu'on a signé dans notre contrat, elles n'ont pas été faites. Donc les démarches administratives assumées par GFR n'ont pas été jusqu'au bout. Ce qu'on a découvert il y a quelques jours, c'est que finalement on réinjecte bien de l'électricité dans le réseau, mais le compteur n'est pas à double entrée, si on veut bien. Donc ce qu'on réinjecte, on l'offre à la commune. C'est pas comptabilisé. La flèche qui va dans un sens. Les deux voisins ont payé la totalité du prix de leur installation, soit 17 000 francs pour Beat Schweitzer, 12 000 pour Michel Villemain. Et la facture risque d'augmenter encore. Maintenant, il faut nommer un électricien qui veut bien reprendre toute cette installation, la contrôler complètement, sur la base aussi d'un dossier que la commune va établir de notre installation actuelle, puisque maintenant elle sait qu'on a des panneaux solaires sur notre toit. Et puis ensuite, il faudra un maîtrisé fédéral qui vienne recontrôler le travail de la première entreprise. Donc tout ça, c'est des frais qui ne seront pas pris en charge par GFR. Ils ont envoyé plusieurs courriels et lettres recommandées à GFR. L'entreprise n'a jamais répondu. Les promesses n'ont pas été tenues, les engagements signés par le contrat n'ont pas été tenus. Et effectivement, maintenant, j'ai l'impression d'avoir quelque part perdu de l'argent, jeté mon argent par les fenêtres. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est fait avoir. À la Neuville, le chemin du bonheur s'est transformé en chemin de croix. Alors que faire dans une situation pareille, d'autant que la société GFR Énergie est désormais en faillite, les caisses sont vides. Nathalie Hadank, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, vous pratiquez le droit de la construction, entre autres. Alors si on prend d'abord l'exemple des deux messieurs, à savoir messieurs Villemain et Schweitzer, il va leur falloir payer un électricien de leur poche pour finaliser les travaux. Est-ce que ça vaut le coup pour eux de se mettre sur les rangs des créanciers de cette société ? Alors, dans la mesure où la société est désormais en faillite, c'est ce qu'on appellerait une production de créances. Ça nécessite un certain engagement. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a relativement peu de chances de récupérer ne serait-ce qu'une partie de sa créance. Donc, dans bien des cas, c'est une démarche qui ne vaut pas réellement la peine. Donc ça ne vaut pas vraiment la peine. Cette société, elle devrait être mise en liquidation. Or, c'est un acte qui n'est pas gratuit, en fait. Non, dans la mesure où c'est un service de l'État, c'est-à-dire l'Office des faillites qui va s'occuper de la liquidation de cette société. Les frais doivent être couverts en fait, avant que la liquidation se fasse. Et donc, quand il n'y a quasiment plus d'actifs et que ces actifs ne couvrent pas les frais de liquidation, il n'est pas rare que la liquidation ne soit même pas menée à terme. Carrément pas faite, oui. Faute d'actifs, faute d'argent. Exactement. Voilà, absolument. Alors, dans le cas de Mme Casati, c'est un peu différent. Elle a reçu des panneaux solaires, vous l'avez vu, qui s'entassent dans sa cave. GFR Énergie a signé un accord avec une autre société pour qu'elle reprenne les travaux, comme d'ailleurs chez 20 autres clients qui ont été laissés en rade. Mais tout ça, normalement, au même prix que le devis initial. Mais alors là, rien n'est moins sûr. Mme Casati n'est encore rien décidé. Par lettre recommandée, elle demande à GFR Énergie le remboursement de son acompte, qui est de 13 600 francs. Ça paraît un peu illusoire dans le cas présent. Effectivement, dans le cas d'une faillite, il y a fort à parier que l'acompte qu'elle a versé à l'époque ait déjà été utilisé à d'autres fins et que l'argent ne soit effectivement plus disponible. Alors se pose une question importante, c'est la garantie sur tous ces panneaux solaires qui ont été posés par GFR Énergie. L'installation a été à moitié terminée ou un peu plus. Lorsque ça fonctionnera, que d'autres sociétés auront terminé le tout, qui sera garant de ces panneaux s'il survient un problème à la longue ? Bien, la question qui se pose, c'est de savoir si le problème, le défaut, trouve son origine dans les prestations qui sont couvertes par le contrat de GFR Énergie, auquel cas, la société étant en faillite, les prétentions ont relativement peu de chances d'aboutir, ou alors si elles sont couvertes par la réalisation de la seconde société. Et donc là, ce serait une prétention contractuelle contre la société qui serait intervenue dans un deuxième temps, avec laquelle on aurait signé un deuxième contrat. Mais elle ne va jamais vouloir être garante de panneaux qui n'ont pas été posés par elle, en fait. Non, sauf si le défaut vient véritablement de la réalisation qu'elle a opérée, elle, dans un deuxième temps. Mais elle ne sera effectivement pas garante des travaux de l'autre entreprise. Exactement. Donc pour conclure, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de garantie sur certains panneaux qui ont déjà été posés sur ces toits. C'est ça le problème. C'est un risque. C'est un risque important, il faut le savoir. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à vous. Merci. À vous aussi, merci.
On a besoin de bois pour se chauffer, pour construire des meubles, des maisons. Le bois est en abondance en Suisse. Bûches, pellets ou centrales thermiques, le chauffage au bois fait son grand retour, mais à quel prix? Ce qui n'est pas utilisé dans l'industrie peut servir à produire de l'énergie. Certaines installations sont impressionnantes, vous verrez. Pourtant, l'industrie forestière est en difficulté. Les scieries sont particulièrement touchées. Alors pour quelles raisons? Enquête mardi prochain, tout au long de la filière du bois. On parlera de concurrence avec les importations de bois étrangers, de la gestion des forêts, de la meilleure manière aussi d'utiliser votre cheminée, si vous en avez une, de l'influence du réchauffement climatique. Et au bout du compte, quel choix avons-nous en tant que consommateurs? Réponse mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez nous retrouver à bon entendeur sur Facebook. Très bonne fin de soirée.